Lou Paris de l'organisme du bassin versant de la Yamaska. Je suis gestionnaire de projet à l'OBV. Puis, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça va être, entre autres, ça va être un survol. Je vois qu'il y a plusieurs OBV dans la foule, mais ça se peut que ce soit des choses que vous saviez déjà. Je vais parler des problématiques liées à l'eau qui sont définies par le ministère de l'Environnement. Je vais parler des impacts des changements climatiques sur ces problématiques-là. Puis, je vais parler du concept de bassin versant, la structure des organismes de bassin versant, puis deux exemples de projets que nous, on mène à l'OBV Yamaska pour essayer de travailler, de réduire l'impact des changements climatiques dans la région ou mieux s'y adapter. Donc, vous allez voir, j'ai des diapositives qui peuvent parfois avoir l'air chargées. Je ne vais pas lire tout le texte qu'il y a dessus. Si vous êtes intéressé à voir le PowerPoint par après, ça va me faire plaisir. C'est simplement pour vous donner des grandes lignes et moi, je jase du contenu. Donc, le ministère de l'Environnement a défini 23 problématiques liées à l'eau, essentiellement pour aider les OBV à travailler là-dessus. Je vais définir les OBV plus loin dans ma présentation. J'ai très arbitrairement rassemblé ces problématiques-là par différents groupes, mais ça, c'est pas le ministère, c'est moi personnellement, parce que je ne voulais pas vous faire une énumération de 23 points, ça aurait été déplaisant. Donc, il y en a qui sont en lien avec la qualité de l'eau, comme la mauvaise qualité des eaux de surface ou la mauvaise qualité des eaux souterraines. Il y en a qui sont plus liés à la quantité d'eau, par exemple des problèmes de surconsommation ou des problèmes d'étiage dont Alexandra a parlé juste avant, donc les cours d'eau qui sont dramatiquement bas, particulièrement à l'été. Des enjeux plus au niveau de la sécurité, donc des problèmes d'approvisionnement en eau de surface ou en eau souterraine parce que la qualité est plus bonne ou parce que la quantité est rendue insuffisante. Des problèmes plus en lien avec les aménagements, donc des problèmes d'érosion des berges, de dégradation des habitats fauniques, de perte de milieux humides. Des problèmes en lien avec les écosystèmes. Il y a eu plein de belles présentations hier sur les espèces envahissantes. Il y a aussi les espèces en péril, donc qui sont à statut menacé, vulnérable. Puis, entrave à la libre circulation des espèces. On peut penser à des barrages où il n'y a pas de passe migratoire pour les poissons. C'est une entrave. Et des problèmes plus au niveau social, donc par exemple des conflits d'usage. Il y a un lac, il y a un barrage, il y a une municipalité qui veut se développer au niveau industriel. Il faut faire une gestion du barrage qui accommode tout le monde, les usagers du lac qui veulent passer avec des embarcations de plaisance, avoir suffisamment d'eau, et les entreprises qui ont besoin de consommer de l'eau pour pouvoir exister. Maintenant, je vais vous parler de l'impact des changements climatiques sur ces problématiques-là. Évidemment, je ne les passerai pas les 23 une après l'autre, mais je vais y aller un peu par saison pour commencer. Donc, vous voyez, hiver, printemps, été, automne, très bien illustré. Drôle de transition. Désolée, je n'étais pas prête. Donc, en hiver, il y a une augmentation des précipitations, donc plus de neige, et donc des crues printanières qui sont plus intenses parce qu'on reçoit plus de neige en hiver, et des crues printanières qui transportent beaucoup d'eau, beaucoup de glace, ça augmente le problème d'érosion des berges. On a aussi en été, il n'y a pas nécessairement beaucoup plus d'eau qui va tomber. Dans certaines régions, ça va être le cas, mais c'est surtout que ça va tomber de façon plus violente. Ça va être des orages très violents. À l'automne, on va avoir plus de queues d'ouragans. Donc, les changements climatiques, ça va être beaucoup plus d'extrêmes climatiques qu'on va avoir. Les étiages, le niveau d'eau, au lieu d'être bas, il va être très bas quand il va être en étiage. Tout ça, c'est amplifié. Au niveau de la sécurité, bien, les épisodes de gel-dégel, ça va affecter les bâtiments, les routes, beaucoup plus de neige à gérer. Les crues printanières vont augmenter les problèmes d'inondation, les orages violents puis les queues d'ouragan aussi. Puis, il y a des enjeux parce que quand le niveau d'eau est très bas, les contaminants sont plus concentrés. Donc, l'eau est de moins bonne qualité. Il y a des frais supplémentaires pour traiter cette eau-là et la rendre potable. Au niveau social, ben, les sports d'hiver vont assurément être affectés. Ouranos a estimé que d'ici 2050, il y aurait une diminution des journées skiables, diminution de 20 jours skiables par année, donc 20 journées où on ne pourra pas skier, perte de 10 de la clientèle, perte de 20 à 30 de la surface skiable ou snowboardable, selon votre sport préféré. Ça va affecter les journées à la plage quand il y a plus d'eutrophisation, d'efflorescence d'algues bleu-vert, moins tentant de se baigner. Ça affecte aussi le sentiment d'appartenance. Quand tu es au bord d'une rivière, mais que tu ne peux même pas l'approcher parce qu'elle est toxique, c'est moins intéressant. Et évidemment, autant inondation qu'étiage, ce n'est pas pratique pour la pêche ni la navigation. Qualité de l'eau, j'ai pris un format différent parce que j'avais déjà créé cette image-là, puis très narcissiquement, je l'aime beaucoup. Donc, on parle plus à gauche, c'est quand
l'augmentation des précipitations, quels sont les impacts. Donc, on a parlé plus d'érosion, ça va augmenter les contaminants qui sont acheminés vers les cours d'eau, donc ça affecte la qualité de l'eau. Les étés plus chauds et plus longs augmentent la période de croissance et la vitesse de croissance des cyanobactéries. Ils vont en profiter. Donc, ça aussi, ça affecte la qualité de l'eau. Et plus à droite, on a parlé déjà des étiages, les contaminants sont moins concentrés. Donc, encore une fois, la qualité de l'eau en souffre. Les écosystèmes vont être affectés, c'est inévitable. Voici une image un peu... Ouais, ça va bien aller. La diminution de la perte de la glace va augmenter le brassage de l'eau. Ça va affecter la stratification qui va être toute débalancée. Ça affecte la quantité et la distribution de nourriture dans l'eau. Ça augmente aussi la pénétration de la lumière, plus d'espèces envahissantes qui en profitent, parce que souvent, ce sont les espèces opportunistes qui vont pousser en premier puis prendre la place. Il y a aussi plus d'érosion qu'on a déjà vu. Ça va non seulement étouffer les œufs, mais ça va aussi fragiliser les poissons. Leur peau va être plus sensible aux infections et aux pathogènes. Et l'augmentation des températures de l'eau, ça va affecter beaucoup de paramètres, dont diminution de l'oxygène dissous jusqu'à ce qu'il y ait des zones qui sont anoxiques, donc il n'y a même plus d'oxygène pour l'écosystème. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Charmant petit bambin terrifié. Bien, faire de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Tada! Le punch de la présentation. Donc, on va commencer par la base. C'est quoi un bassin versant? En très bref, peu importe où il pleut sur ce territoire-là, ça finit ultimement en un point, généralement une rivière qui peut se jeter, par exemple, dans le fleuve Saint-Laurent. Ce qui délimite un bassin versant, c'est ce qu'on appelle une ligne de crête ou une ligne de partage des eaux. Donc ici, peu importe où il pleut, dans la surface plus verte, ça va ultimement finir dans une rivière. S'il pleut à côté, c'est dans le bassin versant voisin. La ligne de crête, c'est souvent une crête, donc ça peut être une chaîne de montagnes, par exemple, qui délimite un bassin versant par rapport à l'autre. Il existe plusieurs échelles de bassins versants. Moi, je vais vous parler des bassins versants secondaires. Donc, ce sont ceux qu'on voit illustrés sur la carte. Ce qu'on voit là, ce sont des organismes de bassins versants. La méga majorité de ceux que vous voyez sur la carte ne gèrent qu'un bassin versant, celui où ils sont situés. Il y a quelques petites exceptions. Par exemple, en haut à droite, la côte nord-est, ce n'est pas un très gros bassin versant. C'est sur plusieurs bassins versants. C'est juste que la population fait que ça prend... Il y a un organisme qui gère ça et je le félicite. Plus au sud du bassin versant, c'est réellement du Québec, excusez-moi. Ce sont vraiment un bassin versant géré par un organisme. Je vais vous parler de l'organisme du bassin versant de la Yamaska. C'est celui qui est en vert, qui a la forme d'une goutte d'eau. Donc, c'est de loin mon préféré. Je ne suis pas du tout biaisée. Les organismes de bassin versant, on est mandaté par le ministère de l'Environnement. On n'est pas employé par le ministère de l'Environnement. Nous sommes des organismes de bienfaisance ou à but non lucratif. Le ministère nous donne un certain montant annuel pour remplir ce qu'on appelle le PDE, le plan directeur de l'eau. Et ce plan-là, je vais vous en parler un petit peu après. Bassin versant de la Yamaska a pas mal la réputation d'être le plus pollué au Québec. Et moi qui ai une maîtrise en écotoxicologie, ça me fait un petit quelque chose. Ça me fait un gros défi, on va se le dire comme ça. On voit la Yamaska au centre, c'est 329 tonnes de phosphore par année. C'est une statistique de 2008, mais qui est déversée dans le lac Saint-Pierre. Donc, ça explique un petit peu pourquoi sur la carte, on voit clairement qu'il y a un fiume de sédiments là. Il y a du travail à faire. On travaille fort. La gestion intégrée de l'eau par bassin versant, le concept, le mot-clé, c'est surtout intégrer. On veut vraiment intégrer tous les usagers de l'eau, que ce soit les citoyens pour leur consommation personnelle, les activités récréatives, le tourisme, la pêche, etc., les industriels, l'agriculture, mais il ne faut pas oublier non plus la faune et la flore. L'écosystème a besoin d'eau. Donc, quand un organisme de bassin versant travaille, il essaie d'intégrer tout ce beau monde-là pour que tout le monde soit content et longtemps. Le plan directeur de l'eau, on a à peu près toujours cette structure-là. On fait un portrait du territoire, donc population, quelle municipalité, quel cours d'eau passe où. Un diagnostic, donc quels sont les faits? Qu'est-ce qu'on observe? Quelles sont les causes, les problématiques reliées à ça et les conséquences? Donc, il y a un peu plus de travail en arrière de ça. Et ultimement, on se fait un plan d'action, c'est un plan de match. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avec un enjeu, par exemple, mauvaise qualité de l'eau. Les orientations, ça peut être contamination pharmaceutique, pesticides, puis le phosphore. Des objectifs, donc une orientation peut avoir plusieurs objectifs. Par exemple, le phosphore, on va dire, ouais, on va mettre à jour,
rendre conforme toutes les fosses septiques, puis on va faire des bandes riveraines dans le milieu agricole. Ça, c'est nos objectifs. Chaque objectif peut avoir plusieurs actions pour mener à son succès. Par exemple, les bandes riveraines, ben, on va faire de la sensibilisation, puis offrir des incitatifs financiers aux agriculteurs. Par exemple, la Saint-Versant de la Yamaska, partie de la région qui est dans les Appalaches, donc très, très forestier, c'est la partie plus en vert, et partie qui est basse terre du Saint-Laurent, qui est très agricole, qui est en jaune. Puis ce qu'on voit en mauve, c'est l'occupation du sol qui est plus urbaine. On a 3 régions administratives, principalement Montérégie, un peu centre du Québec, un peu Estrie, 12 MRC, 260 000 citoyens, et une superficie de plus de 4 000 km². Maintenant, les exemples de projets, on est déjà rendu là. Le projet étiage, je vous laisse deviner quelle problématique on aborde avec ce projet-là. Ce plan-là, c'est un projet qui se passe vraiment tout en amont du bassin versant, avec 3 municipalités, Brigham, Bromont et Lac-Brome. L'enjeu principal, il y a un lac, le lac Brome, il y a un gros barrage, il y a Bromont qui veut devenir le prochain Silicon Valley. Donc, vraiment, il y a un gros développement industriel qui se passe là. Et il y a Brigham, après, qui a des problèmes d'inondation. À Bromont, il y a des problèmes d'étiage, il manque d'eau. Brigham, en a trop, sont inondés presque à chaque année. Lac-Brome gère un barrage. C'est 3 municipalités, 3 problématiques, 3 gestions différentes, 3 occupations très différentes. Donc, ce qu'on fait avec le projet étiage, c'est un plan d'action. Qu'est-ce qu'on fait avec ça pour qu'il y ait le moins de problèmes à chaque place? Donc, on va avoir 4 consultations qui vont avoir lieu, c'est déjà amorcé. On va rassembler les citoyens et les organismes communautaires des 3 municipalités dans une rencontre et on va leur dire qu'est-ce qui se passe, quelles sont vos craintes, quelles sont vos ambitions, qu'est-ce que vous percevez, est-ce qu'il y a des actions que vous avez déjà menées, est-ce que vous avez des actions que vous aimeriez qui soient menées? On les laisse parler. S'ils veulent pointer du doigt en disant ben moi je blâme la municipalité pour telle raison, c'est correct. C'est vraiment une plateforme où ils peuvent s'exprimer lors de cette rencontre-là. On va rencontrer le milieu touristique et commercial. À Bromont, il y a la montagne de Bromont, par exemple, qui est montagne de ski et de glissade d'eau, donc ça prend de l'eau. On veut aussi parler à ce beau monde-là parce que le tourisme est très fort à Lac-Brome aussi. On rencontre le milieu industriel. Comme je disais, ça se développe beaucoup. Donc, il faut savoir, eux, est-ce qu'ils peuvent économiser de l'eau? C'est quoi les mesures qui sont déjà en place? Quelles sont les contraintes? Puis, le milieu municipal, qu'est-ce qu'ils veulent à travers tout ça? Donc, on les rencontre. À partir de là, on fait un plan d'action qui est beaucoup préliminaire, qu'on va dire. Puis, on rencontre tout ce beau monde-là encore et on leur dit, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Comment on peut l'améliorer? Etc. Puis, une fois que c'est fait, une fois que c'est amélioré, bien, on a un plan d'action qui va toucher aux 4 secteurs, aux 3 municipalités puis aux 4 secteurs pour que chacun puisse faire son petit bout de chemin puis tous ensemble, on puisse être plus résilient au changement climatique. Ça s'appelle le projet étiage parce que ça a été initié par les problèmes d'étiage à Bromont, mais comme je vous disais, ils ont tous leurs défis, si on veut. On n'est pas... ça peut sonner un peu poussé de crayon, mais je vous jure qu'on est également très, très actifs sur le terrain. Par exemple, avec le projet Jardin intelligent. Un jardin intelligent, c'est simplement une infrastructure verte, en quelque sorte, donc un jardin, qu'on va installer à un endroit stratégique pour qu'il puisse faire de la rétention des eaux de pluie. Donc, au lieu que l'eau des gouttières s'en aille directement dans le réseau d'égouts pluvial, ou pire, dans le réseau unitaire, puis que ça aille à la station d'épuration, la pluie va se rendre à un jardin intelligent et elle va être retenue par ce jardin-là. Ça va s'infiltrer dans le sol. Donc, ça crée un écosystème. Ça capte un très gros pourcentage de la pluie. Donc, ça aide à améliorer la qualité de l'eau parce que naturellement, ça va filtrer l'eau également. Donc, plein de bénéfices. Dans ce cas-ci, le financement provenait de la MRC, un bon gros financement. La Ville a décidé qu'elle gérait un soutien financier pour aider les citoyens à payer la création de leur jardin. Il y a l'association du lac Waterloo, qui s'appelle Action Lac Waterloo, qui gère la mise en place des jardins, donc il fait un peu plus coordonné, si on veut. Et l'OBV Yamaska, on est mandaté là-dedans par notre expertise pour créer des plans, pour créer un jardin qui s'adapte bien à la pente, au type de sol, aux besoins. Parfois, il y a des contraintes comme non, mais il ne faut pas que ce soit plus que telle hauteur parce que ce ne sera pas beau, ça va faire de l'ombre dans mon salon. On crée un jardin sur mesure, puis on aide aussi à coordonner la plantation en collaboration avec l'association de lacs. Ça inclut de faire un suivi de l'état des jardins, donc y retourner l'année suivante pour faire bon, est-ce que ça marche, est-ce que c'est dégradé, est-ce qu'on peut l'améliorer?
Puis, ça inclut aussi un accompagnement municipal pour la gestion des eaux pluviales. Donc, ça, c'est en cours. On attend du financement, en toute transparence, aux surprises, mais c'est le regroupement des organismes du bassin versant, des bassins versants, regroupement des organismes des bassins versants, excusez-moi, ont créé un outil d'autodiagnostic de gestion des eaux pluviales. Et en bref, c'est un très gros questionnaire que les municipalités peuvent remplir et avoir ainsi un portrait de OK, comment je gère mes eaux pluviales, où sont mes forces, où sont mes faiblesses. Vu que c'est un formulaire un peu costaud, l'OBV Yamaska, on aimerait ça accompagner les municipalités pour les aider à répondre aux questions, les outiller, bref, les accompagner. Ça dit ce que ça va dire. Donc, c'est ça les prochaines étapes.